Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau web café du 15 novembre 2023, le numéro 32, qui est consacré encore aux véhicules de société, mais cette fois-ci pour le volet social. Donc, nous allons parler des questions pratico-pratiques de diverses situations vis-à-vis des utilisateurs de véhicules de société qui peuvent survenir dans la vie courante d'une société. Alors nous allons sans plus attendre démarrer avec le programme qui est assez chargé, donc je vais aller peut-être à l'essentiel et peut-être un peu rapidement, mais n'oubliez pas que cette vidéo est enregistrée et qu'elle sera diffusée sur la chaîne YouTube du cabinet et que vous pourrez la consulter à loisir. Alors, la première partie va être consacrée sur l'évaluation des avantages en nature pour l'utilisation personnelle des véhicules de société. Et la deuxième partie sera consacrée aux divers problèmes de gestion RH pour ces véhicules de société. Alors, pour les véhicules de fonction qui sont à la disposition d'un salarié, certains peuvent être réservés exclusivement à la charge, à l'usage professionnel, ou alors elles peuvent être utilisées, enfin les véhicules de société peuvent être utilisés à un usage mixte. Dans ce cas-là, il y a l'évaluation d'un avantage en nature qui doit être décompté pour le salarié, s'il peut conserver donc son véhicule pour les déplacements privés pendant le repos hebdomadaire ou pendant les congés payés. Bien sûr, si c'est un véhicule utilitaire, cet avantage en nature peut être négligé à partir du moment où l'employeur indique clairement, par exemple dans un écrit, comme le règlement intérieur, que le véhicule ne peut servir qu'à des fins professionnelles. Alors, dans cette partie, ce qu'il compte maintenant, c'est de savoir comment on va évaluer ces avantages en nature qui vont être finalement soumis à cotisation sur une fiche de paye. Alors, vous avez 2 méthodologies, c'est-à-dire la première, c'est de calculer, sur la base d'un forfait, fixé par l'URSSAF, ou alors en fonction des coûts réellement supportés par l'entreprise. Donc vous avez le choix entre 2 modes d'évaluation et il appartient à l'employeur, de le déterminer et il peut même en changer en cours d'année. Donc c'est relativement libre. Il peut réviser son option au cours de l'année écoulée et si par exemple il a utilisé, l'évaluation au réel, il peut, en fin d'année revoir son option et appliquer l'évaluation au niveau forfaitaire et vice versa et donc il pourra régulariser les cotisations qui ont été précomptées en cours d'année. Voilà, donc on va commencer par, regarder l'évaluation qui se fait sur la base des dépenses réellement engagées. Alors, la méthodologie de calcul, c'est, de prendre le total des dépenses engagées, qu'on multiplie par le kilométrage annuel parcouru à titre privé et qu'on divise par le kilométrage annuel parcouru par le véhicule. Donc, pour pouvoir déterminer le kilométrage privé, il faut que l'employeur puisse se référer au carnet de bord ou de visite ou de rendez-vous qui constituent des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel. Alors attention, un simple système déclaratif qui constitue seulement un commencement de preuve du nombre de kilomètres parcourus à titre privé n'est pas un moyen de preuve absolu. Donc lorsque l'employeur ne peut prouver le kilométrage parcouru à titre privé par le salarié, l'URSSAF peut régulariser en appliquant les forfaits qui sont prévus par le système de base forfaitaire. Alors qu'entend-on par les dépenses engagées? Alors celles-ci comprennent en fait, si la société a acheté le véhicule, donc c'est un amortissement sur 5 ans, si le véhicule a moins de 5 ans ou un amortissement donc sur 10 s'il a plus de 5 ans. Voilà, donc c'est soit 20 en dessous de 5 ans, soit 10 au-delà de 5 ans et si le véhicule a été, loué, ben, il suffit de prendre en compte le coût de la location TTC à l'année. Ensuite, on intègre aussi le coût de l'assurance réellement supporté par l'entreprise, quels que soient les risques couverts et les frais d'entretien avec donc la révision, les changements de pneus, heu, de vidange, de lavage, TTC. Bien sûr, les frais de remise en état du véhicule et les franchises d'assurance consécutifs à un sinistre ne doivent pas être pris en compte. Alors on va regarder un exemple pour que ce soit plus simple à visualiser. Par exemple, nous avons un véhicule loué, qui coûte 6 000 € à l'année avec, des frais d'entretien de 1 500 € pour l'année écoulée et des frais d'assurance de 800 €. Ce qui nous donne un total de 8 300 € qu'on multiplie par le nombre de kilomètres privés, donc là, il s'agit de 6 000 kilomètres
et qu'on divise par le nombre total des kilomètres parcourus dans l'année, 24 000, ce qui nous donne un montant d'avantage, enfin une évaluation de l'avantage en nature véhicule de 2075 €, auquel, si l'employeur prend en charge en plus les frais de carburant, il faut les rajouter. Donc, dans l'exemple, nous avons 1300 € de frais de carburant qui ont été consommés à titre personnel. Donc là, c'est un peu le délicat dans la réalité de les évaluer, hein. Mais donc, dans cet exemple, on est à 1300 €, ce qui nous donne 3 375 € d'avantage en nature véhicule. Et donc, on va retranscrire sur le bulletin de paye 281,25 € par mois. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'évaluation d'avantage en nature qui est basé sur les dépenses réellement engagées. Ensuite, nous avons l'évaluation forfaitaire. Alors, je vous invite plutôt à regarder le tableau, ça sera plus simple, puisque nous avons reproduit le tableau de l'URSSAF qui indique que le véhicule, enfin, on distingue le véhicule donc de moins de 5 ans ou de plus de 5 ans, et si on est sur un forfait annuel sans carburant ou avec carburant. Donc, si on est par exemple sur un véhicule acquis sans qu'il y ait une prise en charge de l'employeur du carburant, et ben on est sur 9% du coût d'achat de TTC ou 6% du coût d'achat TTC du véhicule si le véhicule a plus de 5 ans. Et quand le véhicule est loué par la société, on prend 30% du coût global annuel pour la location, donc le coût de location, d'entretien et d'assurance. Si l'employeur prend en charge les frais de carburant, il suffit de rajouter les frais réels au barème que je vous ai déjà indiqué juste à l'instant. Et si on ne veut pas utiliser le calcul des frais réels, mais que l'employeur les prend quand même en charge pour le carburant, il y a une colonne qui indique le forfait annuel, carburant compris. Et donc là, on est à 12% quand le véhicule a moins de 5 ans, donc 12% du coût d'achat TTC, 9% si le véhicule a plus de 5 ans, et sinon c'est 40% du coût global annuel, y compris le coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles. Alors on peut regarder aussi l'exemple tout en bas que nous avons fait. Donc on reprend l'exemple qui a été montré juste à l'instant dans la slide précédente. Et donc, nous avons un coût de location de 6 000 € avec donc les 1 500 € de frais d'entretien et les 800 € enfin, les 800 € d'assurance, voilà, qui nous donne les 8 300. Et donc, si on multiplie les 8 300 par 30%, ça nous donne 2 490, auquel on rajoute les frais de carburant annuels à titre personnel, ça nous donne 1 300 €, et qu'on divise par 12, ça nous donnera un avantage en nature mensuel de 315,83 €. Et si on décide de passer à une évaluation forfaitaire de l'ensemble des coûts, on ajoute donc les 1 300 € aux 8 300, nous sommes à 9 600 € qu'on multiplie par 40% cette fois-ci, comme on est en location, et donc ça nous donnerait un avantage en nature de 320 € par mois. Donc vous voyez que on peut passer à des sommes différentes selon la façon d'évaluer, et donc il appartient à l'employeur de déterminer quelle méthode il veut utiliser pour l'évaluation de ses avantages en nature. On était à 281 € et quelques dans la méthode réelle, et dans la méthode forfaitaire, on peut être au mieux à 315 € et quelques. Alors n'hésitez pas à faire les calculs ou à nous les demander pour qu'on puisse faire les meilleures simulations possibles pour diminuer les charges sociales, patronales et aussi salariales. Voilà. Ensuite, nous avons des avantages cachés pour les véhicules électriques qui commencent à se développer de plus en plus. Donc, sachez que lorsqu'un employeur, met un véhicule électrique à la disposition des salariés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, il y a 2 avantages cachés. Déjà, le premier, c'est que les frais d'électricité payés par l'employeur ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'avantage en nature voiture. Et le montant de l'avantage en nature s'obtient après application d'un abattement de 50% plafonné à 1 800 € par an. Donc pour l'instant, c'est jusqu'au 31 décembre 2024. Donc pour les véhicules loués, l'avantage en nature se calcule sur la base d'un forfait de 30% du coût global annuel, puisqu'on ne tient pas compte des frais de carburant, entre guillemets, qui sont l'électricité. Donc on tient compte de la location, des frais d'entretien, d'assurance, puisque les frais d'électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'avantage en nature. Alors on va faire un exemple. Donc là, c'est un autre exemple. Si on prend une voiture électrique qui est en location, on a un coût global, donc location, entretien, assurance, de 12 000 € par an. Le forfait qu'on applique, c'est 30%. Donc 12 000 fois 30%, ça nous donne 3 600 €.
On applique l'abattement de 50%, donc 3 600 fois 50%, ça nous donne 1 800 €. Et donc l'avantage en nature est de 3 600 moins 1 800, ça nous donne 1 800 €, qu'on divise par 12, ça fait 150 € par mois. Alors si on reprenait le calcul qu'on a fait avec le coût de 8 300 €, et donc je ne tiendrai pas compte des 1 300 € de carburant, on serait à 8 300 € par 30%, ça nous ferait 2 490, auquel j'applique l'abattement de 50%, dans la limite de 1 800 €, mais 2 490 divisé par 2, ça fait 1 245. Et donc, il resterait 1 245 € d'avantage en nature à déclarer, soit 103,75 € par mois. Donc c'est quand même un avantage assez intéressant. Alors il faut juste, savoir que cet avantage, il n'est possible que pour les véhicules, électriques qui sont donnés par, l'employeur, à l'utilisation, personnelle d'un salarié. Ça ne marche pas pour un véhicule hybride rechargeable mis à disposition par l'employeur, par exemple. Dans ce cas-là, il faudrait prendre en compte, heu, les, les frais d'électricité dans le calcul de l'avantage en nature. Ensuite, il y a encore un autre avantage jusqu'au 31 décembre, 2024, c'est celui de, la recharge, d'avoir des bornes de recharge sur le lieu de travail. Donc, et là, par contre, pour le coup, vous pouvez avoir soit un véhicule électrique, soit un véhicule hybride rechargeable. Et si votre employeur met à disposition une borne de recharge sur, le lieu de travail, hein, donc, l'entreprise, et ben, il n'y a aucun avantage, en nature qui est décompté par rapport à cela. Ensuite, il y a encore un autre cas, c'est celui des bornes, de la prise en charge par l'employeur de toute partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge en dehors du lieu de travail. Donc, comprendre que c'est par exemple à domicile. Et donc, si cette, mise à disposition de bornes cesse à la fin du contrat de travail, et ben, il n'y a pas d'avantage en nature à prendre en compte. Par contre, si maintenant l'employeur laisse, la borne qui a été installée au domicile du salarié et qu'elle n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, par exemple, le salarié démissionne et la borne reste, et ben, alors il faut prendre en compte, un avantage en nature dans ce cas-là, dans la limite de 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, et dans la limite de 1 000 €. Donc on va voir un exemple direct qui est sorti, du bulletin officiel de la sécurité sociale. C'est l'exemple numéro 2. Alors comme dit, on va pas tout faire puisque finalement vous pouvez le regarder, de nouveau en replay, hein, et le lire si vous souhaitez vraiment, regarder tout en détail, il y a pas de problème. Donc pour l'exemple 2, nous avons un employeur, qui dépense 2 800 € pour l'installation d'une borne de recharge neuve au domicile de l'un de ses salariés en janvier 2023. Un an plus tard, le salarié démissionne et son employeur laisse la borne installée à son domicile. Et donc, vous avez un avantage en nature de 1 800 € qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales. Et on calcule cela en faisant 2 800 € moins 2 800 € fois 50%, mais dans la limite de 1 000 €. Donc, 2 800 divisé par 2, ça fait 1 400. On dépasse les 1 000 €, donc on ne peut que déduire 1 000 €. Donc 2 800 moins 1 000 €, ça nous fait 1 800 €. Et c'est ça l'avantage en nature par rapport à cette borne, de recharge électrique qui restera dans le domicile du salarié qui aura quitté l'entreprise, puisqu'elle n'est pas reprise par la société. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les avantages en nature. Alors, n'hésitez pas à nous consulter, les gestionnaires, de paye, au sein du cabinet, ou les experts comptables, par exemple, pour voir quels sont les meilleurs avantages à utiliser d'avoir un véhicule, et d'évaluer les avantages en nature y afférents. Ensuite, nous allons voir, toutes les problématiques de gestion RH. Alors, déjà, on va commencer par le formalisme juridique. Alors bien sûr, quand vous mettez à disposition un véhicule de société, il est toujours conseillé de prévoir ça dans le contrat de travail pour en fixer les modalités d'utilisation, sauf s'il s'agit d'une voiture de service, c'est-à-dire que le véhicule est réservé à un usage strictement professionnel. Dans ce cas-là, celui-ci ne fait pas l'objet d'une clause en particulier dans le contrat de travail. Il suffit de préciser les conditions d'utilisation, par exemple dans une note de service, pour en informer les salariés qui sont concernés par cette voiture de service. Alors en quoi consiste cette clause de mise à disposition? Eh ben, elle consiste à fixer les règles dans le contrat de travail sur les modalités d'utilisation. Et nous verrons dans les différents, cas de figure que nous allons voir qu'il est toujours très intéressant de pouvoir contractualiser ça, pour, bien, identifier les responsabilités, entre l'employeur et le salarié en cas de sinistre ou d'accident, et cetera. Donc elle peut être incluse au contrat de travail dès l'entrée, ou alors elle peut
plus tard, à terme, dans un avenant au contrat de travail qui indiquera alors à ce moment-là toutes les informations qui sont relatives au véhicule, c'est-à-dire la marque, le type, le modèle, la puissance, et cetera. Donc, dans cette clause, on peut notamment, définir précisément l'usage du véhicule que doit avoir le salarié. Alors, il peut considérer que le salarié ne se sert de véhicule que pour les déplacements professionnels. Dans ce cas-là, en principe, il n'y a pas d'avantage en nature. Il peut élargir au trajet de travail-domicile. Là, il n'y aura pas d'avantage en nature non plus par rapport à ça, c'est une tolérance. Mais par contre, si vous avez une utilisation personnelle de ce véhicule, à ce moment-là, bien sûr, on rentre dans l'évaluation de l'avantage en nature pour ce véhicule. L'entreprise est en droit de poser certaines limites. Cela peut être le respect d'un certain kilométrage par mois ou la non prise en charge des frais de carburant. Ensuite, si le véhicule est réservé à un usage strictement professionnel, la mention suivante doit être reprise dans le contrat de travail. Donc, on doit indiquer que euh, cette attribution est en vue d'un usage strictement professionnel. Et donc, on précise que le salarié ne peut pas s'en servir pour ses besoins personnels. Si les frais de carburant sont à la charge de l'employeur, on peut insérer une mention du type, les frais d'essence et d'entretien courant du véhicule, seront remboursés au nom et au prénom du salarié sur présentation des factures. Et la clause doit également rappeler les modalités de calcul de l'avantage en nature en cas d'utilisation mixte, c'est-à-dire à la fois professionnelle et personnelle du véhicule. Alors, que se passe-t-il en cas d'absence prolongée d'un salarié qui, suite à une maternité ou une maladie, ne a le contrat qui est suspendu, quoi? Eh ben, il est autorisé à conserver son véhicule de fonction. Donc ça a été rappelé par, une jurisprudence de la Cour de cassation, de 2010. Et donc, si l'employeur souhaite récupérer la voiture de fonction en cas d'absence prolongée du salarié, il doit prévoir une clause dans le contrat de travail prévoyant le retrait du véhicule en cas de suspension dudit contrat. En l'absence de quoi, le salarié pourra continuer à utiliser le véhicule pendant son arrêt de travail. Que se passe-t-il en cas de fin de contrat du salarié qui a un véhicule de fonction? En cas de préavis, ben, l'employeur ne peut pas enlever au salarié, le véhicule pendant cette période. C'est la même chose en cas de dispense de salarié. En effet, le salarié est en droit de restituer la voiture de fonction au terme de ce contrat. Dès lors que le contrat prévoit la mise à disposition d'une voiture de fonction au salarié, le retrait du véhicule constitue une modification essentielle du dit contrat qui nécessite alors le consentement du bénéficiaire. Ensuite, on a aussi parfois des questions qui peuvent nous être posées concernant la charte véhicule. Alors la charte véhicule n'est pas une obligation, mais elle est aussi recommandée si l'entreprise met à disposition à la fois des voitures de fonction ou des véhicules de service afin de cadrer leur utilisation. Alors leur valeur la valeur juridique d'une charte est limitée, sauf si celle-ci est contractualisée ou annexée au règlement intérieur de l'entreprise. Et donc, voilà, il y a des dispositions à faire, très particulières pour, rendre, cette charte opposable. Donc, soit l'employeur fait signer la charte au salarié au même titre que son contrat de travail, soit l'employeur l'intègre au règlement intérieur en tant qu'annexe et doit dans ce cas respecter toutes les règles de d'établissement et de publicité du règlement intérieur avec la consultation du CSE, la communication à l'inspection du travail, le dépôt au conseil des prud'hommes et la communication aux salariés. Alors, peut-on demander le solde de points à un salarié ou lors d'un entretien d'embauche? Alors non, ce n'est pas possible. On ne peut pas demander le solde de points du permis de conduire d'un salarié ou à un candidat à un emploi. L'employeur ne peut que demander au salarié ou au candidat à un emploi impliquant la conduite d'un véhicule de justifier la possession d'un permis de conduire en cours de validité. Puisqu'en fin de compte, le code de la route prévoit expressément que les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires, à l'exclusion des employeurs, des assureurs et de toute autre personne physique ou morale. Voilà donc, impossible de demander, le solde de points, mais on peut demander, au salarié, s'il est en possession d'un permis de conduire en cours de validité, heu par rapport au véhicule qui lui sera confié. Donc, on peut demander une déclaration sur l'honneur ou idéalement de présenter le permis de conduire original. Donc ça peut aussi être prévu dans la clause, d'attribution du véhicule dans le contrat de travail, à ce qu'il y ait, une information qui soit faite si le contrat a été suspendu ou,
et de prévenir donc l'employeur dès lors que le permis de conduire, pardon, est suspendu. Alors justement, suspension ou retrait de permis de conduire d'un salarié. Donc, la suspension ou le retrait de permis de conduire d'un salarié peut désorganiser une entreprise. Et donc, est-ce que, on peut licencier, un salarié par rapport à cette suspension ou ce retrait de permis de conduire? Alors, tout d'abord, l'employeur doit vérifier si le salarié peut continuer à exercer sa prestation de travail, et ce, même en l'absence de permis de conduire. Donc en proposant d'être véhiculé par un tiers ou pour se rendre sur les lieux ou de louer une voiture sans permis, et cetera. Si l'employeur y est favorable et si c'est possible, alors des mesures peuvent être mises en place par l'entreprise avec, de la réorganisation du temps de travail, la mise en place de travail en binôme, et cetera. Et donc il doit tenter en premier lieu d'organiser le travail autrement. Alors peut-être qu'il peut aussi mettre le salarié en télétravail, ou l'affecter sur un poste sédentaire. Néanmoins, lorsque la conduite est intrinsèque aux fonctions salariées, des solutions transitoires sont parfois difficiles à mettre en œuvre, et donc on peut proposer aux salariés de prendre des congés, des RTT, de solder son compte ou même de suspendre son contrat de travail, jusqu'à la durée de suspension ou du retrait. Mais si la durée de ce retrait est trop importante ou lorsqu'une solution alternative n'est pas trouvée, un licenciement non disciplinaire pourra être envisagé par les faits commis hors temps de travail sous condition. Alors la condition, c'est que le retrait doit avoir des conséquences sur la bonne exécution du contrat et provoquer un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est quand même bien encadré. En tout cas, dans tous les cas, compte tenu de son obligation de sécurité, l'employeur ne peut prendre le risque de faire conduire un salarié sans permis dès lors qu'il en a l'information, sinon ça pourrait remettre en question la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Nous allons le voir aussi dans le cadre des accidents. Ensuite, nous avons les autres joyeusetés des voitures, c'est-à-dire les infractions au code de la route. Qui c'est qui paye? Donc en principe, le conducteur est responsable pénalement des infractions qu'il commet au volant de son véhicule de société. Mais attention, lorsqu'il n'est pas interpellé, nous avons une infraction qui est constatée, par exemple, avec un radar. C'est le titulaire de la carte grise, donc en principe l'employeur, qui reçoit l'avis de contravention. Et dans cette situation, ce dernier doit transmettre à l'administration fiscale par lettre recommandée avec avis de réception l'identité et l'adresse du salarié qui conduisait ce véhicule. S'il ne le fait pas, il peut avoir une contravention de 675 € qui lui est adressé. Et si la société refuse de désigner le collaborateur en question, enfin le salarié qui avait le véhicule, il peut être sanctionné d'une amende qui peut aller jusqu'à 3 750 €, tant que ces amendes ne sont pas déductibles. Toutefois, il reste des amendes reçues par l'entreprise qui ne sont pas envisagées par l'obligation de désigner un conducteur, notamment les amendes de stationnement. Et là, l'entreprise peut toujours contester l'amende en désignant le salarié responsable, mais ce n'est pas une obligation. Et l'employeur peut choisir de régler l'amende lui-même à la place du salarié. Alors bien sûr, quand on paye à la place du salarié une amende, eh ben, il y a l'URSSAF qui revient avec un avantage en nature. Et donc la jurisprudence a considéré à plusieurs reprises que cet avantage était soumis à cotisation sociale, sauf qu'on peut faire la distinction entre 2 types d'infractions. Alors il y a des infractions qui donnent lieu à avantage en nature et d'autres pas. Celles qui ne donnent pas lieu à avantage en nature, ce sont celles qui résultent du mauvais fonctionnement du véhicule, par exemple une absence de feu arrière, et cetera, et qui relèvent du titulaire de la carte grise. Et donc la responsabilité de paiement de ces infractions incombe par conséquent à l'employeur, et le remboursement aux salariés est qualifié de frais non soumis à cotisation sociale. Ensuite, vous avez les autres infractions, donc stationnement, vitesse, non-respect d'une signalisation routière, et qui sont alors des avantages versés en contrepartie, ou à l'occasion du travail. Ils sont donc soumis à cotisation sociale. Quoi qu'il en soit, un employeur ne peut exiger le remboursement des amendes par ses salariés. Il ne peut pas non plus procéder à une retenue de salaire à hauteur de l'amende, qu'il veut se faire rembourser. Il faut donc que l'employeur communique l'identité du salarié fautif dès réception de l'avis pour qu'il ne prenne pas en charge cette amende si c'est son souhait. Alors que se passe-t-il en cas d'accident du salarié avec un véhicule de la société? Ben, si l'employeur met à disposition des véhicules à ses salariés, l'assurance des véhicules de la société prend en charge l'indemnisation financière des dommages causés lors d'un accident, même si celui-ci est causé par le salarié. Et le salarié qui conduisait le véhicule ne saurait être tenu de supporter le coût des réparations ou de la franchise d'assurance, et ce même s'il a commis une erreur de conduite.
En effet, seule une faute lourde du salarié, pardon, c'est-à-dire commise avec l'intention de nuire à son employeur, est susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié. Ensuite, est-ce que l'employeur peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de mise en danger de la vie d'autrui par le salarié conducteur? Alors en principe, non. C'est le salarié qui est pénalement responsable de toute infraction commise au volant du véhicule de la société, mais comme d'habitude, il y a des exceptions. Par exemple, si vous avez un employeur pourrait être tenu responsable pénalement en cas d'accident causé par un salarié s'il met à disposition d'un salarié un véhicule en fonction, alors même que celui-ci ne possède pas de permis de conduire et que l'employeur a connaissance de cet élément. Donc là, on est sur le cas de mise en danger de la vie d'autrui, ou encore s'il laisse conduire un salarié en état d'ivresse et que celui-ci cause un accident mortel. Donc là, la responsabilité pénale de l'employeur pourrait être recherchée. Alors, est-ce que le salarié peut-il être sanctionné et donc licencié suite à un accident avec un véhicule de société? Alors, en principe, il ne peut pas être licencié, sauf s'il est licencié pour faute grave. C'est-à-dire que euh, c'est une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis. Si son employeur peut prouver que l'accident en tort avec le véhicule de société est dû à son comportement fautif. Alors là, il faut bien mesurer la hauteur ou le niveau de la faute. Par exemple, une simple erreur de conduite ne constitue pas un motif recevable. En revanche, une faute caractérisée pourrait être éventuellement retenue. Alors, par exemple, si le salarié a causé l'accident avec l'intention de nuire, donc là, il avait la volonté de détruire le véhicule pour causer du tort à son employeur, par exemple, ou si le salarié était sous l'emprise de stupéfiants, ou si son taux d'alcool dans le sang était supérieur à 0,5 g de litre lors de l'accident avec la voiture de fonction, ou alors s'il a agi de manière inconsidérée, il a commis un excès de vitesse très important, par exemple. Donc là, il peut y avoir un licenciement pour faute grave. Que se passe-t-il en cas d'accident hors du temps de travail avec la voiture de fonction? Eh ben, si l'accident avec le véhicule de fonction intervient hors du temps du travail, c'est à l'assuré, donc souvent à l'entreprise, d'en assumer les conséquences, tant administratives que financières. Cela vaut aussi bien pour un accident survenu à l'occasion d'un trajet domicile-travail que d'un déplacement purement privé, par exemple le week-end. Et qui paye la franchise sur une voiture? Donc là, c'est très simple, c'est toujours l'employeur qui paye la franchise. Dans le contrat de travail, une entreprise n'a pas le droit de prévoir une clause concernant le paiement de la franchise. Par exemple, elle ne peut pas demander aux salariés de régler la franchise en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié survenu avec une voiture de fonction. Alors, dernier moment, le temps passe vite, très, très vite. Est-ce qu'un salarié contrôlé en état d'ivresse hors temps de travail avec le véhicule de la société peut-il être licencié? Alors, lorsque le salarié n'est plus sur son temps de travail, il n'est plus sous la subordination de son employeur et donc le comportement du salarié le comportement du salarié dans sa vie personnelle ne peut justifier un licenciement. Et bien sûr, toujours des exceptions. Un fait de la vie personnelle peut légitimer un licenciement s'il cause un trouble caractérisé au sein de l'entreprise. Par exemple, il s'agit d'une suspension de permis pour conduite en état d'ivresse en dehors des heures de travail, dès lors que le permis est nécessaire à l'exercice des fonctions du salarié. Et là, je vous renvoie au slide qu'on a vu précédemment, où il faut rechercher un peu plus la possibilité de l'employer ou d'attendre si c'est possible. Mais c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est possible. Par contre, selon la jurisprudence, un motif tiré de la vie personnelle ne peut pas en principe justifier une sanction disciplinaire ou un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Hem, Par exemple, le licenciement pour faute, grave a été admis lorsqu'un salarié en état d'ébriété provoque un accident de la circulation au volant de son véhicule de fonction gravement endommagé sur le trajet de retour à son domicile, après s'être rendu à un salon professionnel sur instruction de son employeur. La Cour de cassation avait alors considéré que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle. Donc, à savoir, un retrait de permis de conduire ne peut, quant à lui, justifier un licenciement disciplinaire d'un salarié que s'il est consécutif à une infraction commise pendant le temps de travail et révélant un manquement à ses obligations contractuelles. Donc, par exemple, conduite en état d'ivresse ou conduite sans permis. Ainsi, l'employeur aura donc tout intérêt à faire stipuler expressément dans le contrat de travail l'obligation de détenir un permis de conduire valide quand il aura dans sa clause d'attribution du véhicule de fonction qui sera insérée dans le contrat. Donc c'est des choses qui sont à conseiller et à mettre dans le contrat de travail.
Alors voilà, on arrive enfin au bout, c'était assez long, il est déjà 14 heures. Je suis j'étais très lent aujourd'hui. Hem, alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vois que Sandra, merci, a déjà mis le questionnaire de satisfaction. Si vous avez des questions, vous pouvez, bien sûr, nous les poser, et si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même nous contacter, heu, si d'autres questions pouvaient venir par la suite. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre, bien entendu. Alors, je ne vois pas de questions par rapport à ça. Hem, il est déjà 14 heures tout pile, donc je vais m'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous invite à remplir bien sûr le questionnaire de satisfaction. Ah, j'ai une question. Est-ce que les péages sont inclus dans les 12 de forfait? Non, ils ne sont pas inclus dedans. Heu, voilà. Est-ce que donc dans les 12 de forfait, non, ils ne sont pas inclus dedans en principe. Voilà. Bah, écoutez, bonne journée à vous, et puis, ben, merci d'avoir été aussi nombreux encore, et à bientôt. Au revoir.